Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour fait partie de ces jeunes leaders africains qui ont très tôt compris que pour réussir sur le continent, il fallait prendre des risques et le chemin de l'auto-entrepreneuriat. 20 ans après ses débuts, il dirige désormais un groupe, le groupe Serco, qui est un réseau florissant d'instituts d'enseignement supérieur privés en Afrique. Alain Kapochichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président donc, du groupe Serco. Comment pouvons-nous présenter très brièvement Serco à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Serco, c'est un groupe universitaire. Nous avons commencé à nos débuts par les collèges. Aujourd'hui, Serco est à la fois dans l'éducation. On a une usine de fabrication d'ordinateurs portables, de tablettes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes installés au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France et puis en Chine. Donc aujourd'hui, le groupe a vraiment l'ambition d'être un leader dans le domaine de l'éducation, mais aussi des télécommunications. Je disais que cela fait quoi, 20 ans, 1998, que vous vous êtes lancé dans cette aventure. Avec le recul, je sais que votre groupe est florissant, donc on va parler des difficultés. Avec le recul, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés avant d'arriver à ce groupe aujourd'hui qui est tentaculaire? La difficulté, c'est que, vous savez, dans un environnement aussi complexe comme l'Afrique, c'est toujours difficile pour un jeune d'oser, même sans diplôme après, de dire je veux entreprendre. Et après, avoir la confiance des uns et des autres pour pouvoir bâtir et mettre en œuvre sa vision, c'est ça, en tout cas, la situation la plus complexe. Et je crois qu'avec du recul, je sens qu'il faut de plus en plus aujourd'hui que les parents fassent confiance à leurs enfants, de leur capacité à réinventer un modèle qui ne soit pas forcément en accord avec il faut étudier d'abord et entreprendre ensuite. Donc je crois que nous focalisons beaucoup sur des modèles où il faut d'abord étudier, ensuite on va entreprendre, et on voit que ça ne marche pas. Les plus grands de ce monde, vous allez prendre Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs et autres et tout, c'est au moment où ils étaient à l'école qu'ils ont entrepris. Et je crois que mon modèle, moi, a été ça, c'est-à-dire se construire. Une entreprise répond à des besoins et il faut les observer et apporter des solutions. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas été compris au départ, mais aujourd'hui, je crois que tous mes parents sont plutôt fiers. Ce que ne savent pas nos téléspectateurs, c'est que vous êtes aussi auteur, auteur de plusieurs livres, dont le premier, le titre était « Réussir à 25 ans ». C'est une presque autobiographie où vous racontez votre parcours dans ce livre-là. Le titre, c'est « Réussir à 25 ans », un exemple africain. Est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes, vous avez des témoignages de jeunes qui ont lu votre livre, par exemple, et qui vous ont croisé lors des séminaires d'un colloque et qui sont venus témoigner en disant « Vous savez, j'ai lu votre livre, ça m'a inspiré et aujourd'hui, je suis aussi auto-entrepreneur ». Très heureux. Bon, le livre a été vendu à plus de 10 000 exemplaires aujourd'hui. C'est vraiment, il y en a qui l'ont écouté, il y en a qui l'ont lu. Et c'était le message que je voulais transmettre. Vous savez, lorsqu'en 2005, j'avais été élu parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde, tout mon objectif était comment faire pour transmettre, comment faire pour que d'autres jeunes puissent, pourquoi pas, en regardant cette image-là, dire on peut parfois être désespéré et se dire est-ce que je lâche tout? Mais il ne faut jamais désespérer et prendre la route du désert. Il faut savoir que notre continent a tout ce qu'il faut pour pouvoir donner la chance à ces jeunes et c'est à nous de nous prendre en charge. Et je crois que c'est le message fort que j'ai passé dans le livre. Comment fait-on sur un continent où vous n'avez pas forcément de quoi manger, vous n'êtes pas soutenu? Comment fait-on pour se dire « je vais entreprendre » alors que vous n'avez même pas de quoi manger? Comment pouvez-vous financer une entreprise? Voilà, l'erreur que les jeunes font souvent, en fait, c'est qu'ils se disent « il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai une belle situation avant d'entreprendre ». Quand vous prenez Mark Zuckerberg, Steve Jobs, c'est des gens qui, dans un contexte, effectivement, ils avaient le minimum. Mais l'entrepreneur naît à partir des problèmes, naît à partir d'une idée de résolution de problèmes donc, à des communautés. Et l'Afrique a beaucoup de problèmes. Et c'est là, normalement, qu'on doit avoir beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'ai le sentiment, et quand je prends mon exemple personnel, je n'avais pas de parents qui étaient aisés, je n'avais pas non plus un contexte. Lorsque j'ai décidé d'entreprendre, mes parents m'ont mis dehors. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faut donner aux jeunes. Leur dire, l'Afrique, nous avons les matières premières, nous avons des capacités. Il faut qu'aujourd'hui, ils arrivent à
répondre à ces besoins-là. Et donc, ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent n'a pas d'idée, je le dis dans le livre, seules les idées font de l'argent. Oui. Et donc, il faut qu'ils puissent savoir que ce qui est important, c'est une bonne idée qui répond à des besoins et maintenant s'organiser du moins pour pouvoir saisir l'opportunité de la mettre en œuvre. Si je comprends bien ce que vous m'expliquez, vous dites c'est trop facile de s'asseoir pour dire je n'ai pas 10 millions pour mettre dans une entreprise. Si par contre tu passes 3 mois à sillonner, je prends un exemple que vous connaissez puisque vous venez du Bénin, le marché d'Antokpa, et qu'au bout des 3 mois, par exemple, c'est le plus grand marché international de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas, vous décelez un problème et que vous trouvez l'idée pour régler le problème, vous devenez millionnaire. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire l'image. Il faut partir, effectivement, soit des besoins. Oui. Et un bon entrepreneur, la seule chose et le seul outil qu'il a, c'est ses yeux pour observer, pour écouter, en même temps avec ses oreilles et sentir les opportunités venir. Et une opportunité, c'est quoi? C'est une différence qui est faite entre quand est-on une situation idéale, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y a une situation, donc quelque chose qui doit être normal, et quelque chose qui est anormal parce qu'il y a un écart qui existe entre ce que j'ai observé et ce que ça doit être de façon idéale. Et là, pas justement, je dis il y a un problème. Et je tente maintenant, en tant qu'entrepreneur, de résoudre ce problème-là. J'ai vu des tomates pourries, j'ai vu une situation, du moins, qui n'est pas confortable. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce besoin-là. Et je tente, en fait, d'y répondre parce que je dois être engagé. Et donc, à partir de cet instant-là, il faut effectivement dire comment je trouve donc les moyens pour répondre à ce besoin-là. Et les jeunes mettent souvent en avant le fait qu'ils n'ont pas les moyens, alors que normalement une bonne idée doit également mobiliser les ressources en fait. Parce qu'ils pensent d'abord à la secrétaire, à la 4x4 qu'il faut conduire et le bureau avant de penser au contenu. Voilà. Il y a aussi l'image qu'on fait souvent en fait de ce que il faut tout avoir d'un seul coup. Il faut savoir qu'un entrepreneur se construit. Il va pas à pas, comme vous l'avez dit, donc étape par étape, et après il finit par développer son réseau. Du coup, c'est une mauvaise idée pour nos jeunes qui partent massivement d'Afrique à la recherche d'un Eldorado au prix de leur vie, parfois dans la Méditerranée. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends les jeunes pour démarrer une entreprise de Serco, je l'ai démarré à 0 francs. Mais quand je prends l'exemple des jeunes, aujourd'hui, ils payent 5 000 euros, 10 000 euros parfois pour aller mourir eux-mêmes, s'offrir, alors que cet argent-là, ils peuvent le prendre pour pouvoir donc investir dans leur pays en fait, et se développer et devenir un grand entrepreneur. L'autre image qu'on doit avoir, c'est que nos universités, qui les forment, en fait, les forment pour non pas être des entrepreneurs, on les forme justement pour, quand ils servi, pour connaître des choses qui ne sont pas forcément utiles, du moins pour la communauté. Ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que vous avez été missionné par le CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, pour monographier pendant très longtemps l'enseignement supérieur en Afrique. Et donc, vous connaissez très bien la problématique de l'enseignement supérieur en Afrique. Comment va-t-il d'abord cet enseignement supérieur? Je pense que de mieux en mieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vision. On sent qu'au niveau du Conseil des ministres de l'enseignement supérieur, au niveau du CAMES, il y a un nouveau leadership avec le secrétaire général du CAMES. On sait également que de plus en plus dans des pays, de bons pays, des pays comme le Sénégal, par exemple, il y a une belle vision en fait, de l'enseignement supérieur qui se met en œuvre. Et ça, c'est une très bonne chose. Globalement, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que l'Afrique, en fait, vit les 50 prochaines années une situation très délicate. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une population jeune, dont la moyenne d'âge de la population active, qui est celle qui a 15-59 ans, elle représente 60 à 65% de la population. Et c'est une tendance, en fait, qui va se poursuivre jusqu'en 2100. La population africaine va doubler, d'aujourd'hui, du moins à 2050, nous allons passer de 1,1 milliard à 2,2 milliards et quelques millions. Et en 2100, l'Afrique représentera 40% de la population mondiale. La part que représente la population active aujourd'hui devient prépondérante au regard du fait que si vous prenez 10 jeunes, vous avez 7 qui sont en âge de travailler. Et donc, il est important aujourd'hui que le modèle de l'université que nous avions avant, qui était un modèle calqué sur... en tout cas celle de celui de la colonisation, nos aînés, l'objectif c'était
on forme les gens. Des sociologues, on forme des gens qui... Des géographes, des formations. On en a besoin, mais aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de... Vous prenez par exemple une université comme le Bénin, vous avez la Flash, il y a quelques années encore, vous avez 50 000 personnes qui sont à la Flash. Alors, la Flash, c'est la faculté des lettres, arts et sciences humaines. On a besoin effectivement de beaucoup de sociologues, mais pas à cette dimension. On a besoin d'autres domaines et il est important que les États puissent réfléchir, suivant les pôles de développement que l'État s'est donné, que l'université puisse former justement pour pouvoir engager les jeunes, non pas pour qu'ils étudient pour le plaisir d'étudier, mais pour qu'ils étudient pour pouvoir résoudre les problèmes de leur communauté. Et c'est pourquoi je dis que l'université est restée trop élitiste. Il faut que l'université descende. Chez nous, on dit éclon, il dit bah la voix. C'est-à-dire qu'il faut que l'université c'est d'être en haut, mais il faut qu'elle descende pour résoudre le problème de la bonne dame qui a sa tomate du moins qui pourrit, pour résoudre le problème de moins de la femme qui est au marché, qui a des mouches sur sa table et qui l'embête toute la journée, où elle est obligée de balancer comme ça. Pour chasser les mouches. Il faut que l'université soit dans le pratique. Dans la pratique, il faut qu'elle soit qu'elle colle. Et ça, en réalité, pour pouvoir le faire, c'est assez simple. Il faut changer de méthode pédagogique. C'est-à-dire que... Vous dites qu'il faut changer de méthode pédagogique et c'est là qu'intervient cet ouvrage que vous avez publié en 2014 qui a monographié les problèmes d'abord et proposé des solutions. L'ouvrage est intitulé « Quelle université pour quelle Afrique ? Autonomie, gouvernance et outils de pilotage ». On va parler d'autonomie, puisque vous en parlez. Quand vous dites autonomie, vous pensez à quoi? C'est manque d'argent, manque de liberté d'enseignement? C'est quoi le problème? C'est-à-dire que comme avec la massification des effectifs, c'est-à-dire que vous avez le nombre d'étudiants dans les universités africaines qui double tous les 5 ans. Depuis 1995, c'est la même tendance et elle va se bouger jusqu'en 2100. Donc les universités ne sont pas dimensionnées et l'État était resté le seul acteur, c'est l'État qui amenait toutes les ressources. Et donc, les universités sont très dépendantes, en fait, des États. Et parfois, même quand il y a des problèmes, en fait, les étudiants préfèrent adresser leurs problèmes directement au ministre ou bien au président plutôt que au recteur. Du coup, le recteur, qui a une dépendance totale, en fait, est en réalité très dépendant du système. Et de l'humeur du gouvernement en place. Même quand ils sont élus, manque de leadership. On en a très peu, en fait, de recteurs qui ont une vision, qui ont vraiment un leadership affiché et qui devrait en réalité, sachant que l'État ne peut plus être le seul acteur, en fait, le seul partenaire donc, de l'éducation, diversifier en fait les sources de partenariat pour pouvoir engager son université dans la transformation véritable, pour qu'elle devienne une université non plus de la connaissance, mais de la créativité, de l'innovation. Vous dites que les universités d'aujourd'hui et de demain doivent être des universités autonomes financièrement et qui ont un projet, un programme de développement, d'enseignement et vivre vraiment en autonomie pour pouvoir décider de ce qui est bon, quand et sur des décennies. Absolument. Recruter les professeurs, mais au-delà de ça, faire une contractualisation avec l'État, un contrat de performance, mais au-delà de ça, que l'université, en fait, dans son environnement, vive avec l'écosystème de manière à résoudre des problèmes. Et vous allez voir que nous avons toutes les ressources qu'il faut. C'est-à-dire que quand moi, je regarde, aujourd'hui, le CERCO, on a plusieurs universités, on n'a jamais ni une banque, ni l'État qui a donné du moins des ressources et autres et tout. Et moi, je sais que si on prend les ressources, qu'on les utilise de façon normale, et que en même temps, on engage l'université dans sa transformation pour qu'elle soit productrice, en fait, de solutions pour la communauté, on est capable de trouver les ressources. Ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas eux qui viendront construire nos pays à notre place. Aujourd'hui, l'Afrique est vue même comme une menace, en fait, pour la communauté internationale, tout simplement parce que, dans notre positionnement, nous allons être 40% de la population mondiale en 2100. Pendant que l'Afrique progresse et ce qui est une richesse, c'est-à-dire qu'une jeunesse en fait qui bien formée, quand moi j'arrive en France, aujourd'hui on est en France ici, quand je prends mon téléphone, je trouve que j'ai une meilleure connectivité en Côte d'Ivoire qu'en France. Ah oui? Absolument. C'est-à-dire que quand je prends mon téléphone et que je veux pouvoir visualiser une vidéo du moins en Côte d'Ivoire, je pense que j'ai une meilleure connectivité qu'en France. Quand vous prenez du moins les jeunes Africains, il y en a qui sont mieux formés même que les étudiants du moins en France. Et donc aujourd'hui, on n'a pas compris que quelque chose a changé en Afrique. On n'a pas compris que les jeunes Africains sont capables en fait d'innover, de pouvoir faire les choses. Et il faut qu'aujourd'hui les États
puissent savoir qu'il y a une chance qu'on peut donner du moins à ces jeunes-là et que rester sur place, en fait, ils sont capables d'impulser quelque chose de très positif. On va aller vers la fin de cet entretien, mais je tiens absolument à ce qu'on aborde très rapidement la question de la gouvernance et des outils de pilotage. Vous diagnostiquez donc et vous dites il faut qu'on arrive à une autonomie financière. Ensuite, vous dites qu'il y a un problème de gouvernance et d'outils de pilotage. Résumez les deux ensemble, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le recteur a un outil un leadership, il est responsabilisé, il a mis en place une transparence, il faut qu'il y ait un mécanisme d'allocation des ressources et que l'État, qui en réalité a la charge de l'orientation globale, puisse avoir des indicateurs sur lesquels, en fait, il doit piloter l'enseignement supérieur. On a l'impression aujourd'hui que dans nos pays, qu'on gouverne l'enseignement supérieur en réglant les problèmes à chaud. Il y a grève par ici, il y a tel problème par ici, et on les règle. On décide qu'on va construire un bâtiment ici, le lendemain, on va faire... Au niveau des politiques, on va faire des promesses, etc. Et tout. Il y a vraiment un cadre de moins à faire. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir des éléments avec un système de remontée d'informations de manière à ce que l'État puisse savoir que lorsque je mets 50 étudiants de moins dans tel secteur, dans 5 ans, ils sont à tel niveau. Et qu'on puisse savoir aussi qu'on ne peut plus, l'administration publique ne peut plus recruter. Quand vous prenez le nombre de personnes dans la fonction publique dans tous nos pays, le nombre de personnes, en fait, représente moins de 1% de la population. Le secteur privé dans nos pays ne peut plus non plus absorber donc, les jeunes diplômés, tout simplement parce que nous avons un secteur privé qui est essentiellement familial, avec un nombre d'emplois, en fait, qui est moins de 10 employés. Et donc, tourner vers l'import-export n'est pas capable d'absorber plus de 55% en fait, des jeunes qui vont sortir de l'enseignement supérieur. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation, de manière à ce que les jeunes se prennent en charge et qu'ils résolvent par eux-mêmes leurs problèmes. Et c'est en cela que la gouvernance et les outils de pilotage permettent en fait d'orienter les jeunes vers des secteurs porteurs pour résoudre les problèmes de l'environnement de nos pays. Quand je nous écoute et quand je vous écoute sur ce plateau, je me dis si je suis derrière ma télé et que je suis ministre de l'enseignement supérieur, peut-être que je vais demander à vous rencontrer pour qu'on échange. Est-ce que vous avez déjà croisé des décideurs politiques sur le continent et qui sont, intéressés par votre approche de solution? Beaucoup. Je pense que j'échange beaucoup avec les ministres. J'ai quand même cette chance-là d'être déjà invité 2 fois au Conseil des ministres de l'enseignement supérieur, même si je n'ai pas été toujours tendre au niveau des ministres de l'enseignement supérieur, en leur disant, nous mentons sur les taux de chômage dans nos pays. On dit que nos taux de chômage sont de 2%. Il faut qu'on arrête en fait de dire... Nous prenons conscience de nous. Le seul pays qui a réussi en fait à dire un taux de chômage correct, c'est 60% pour le Congo. Et il n'est pas normal en fait que nos pays où nous avons, pour la plupart du temps, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas autre et tout. Quand vous prenez la France a au moins environ 10% de moins de taux de chômage. Même les États-Unis qui ont 5% de taux de chômage, c'est un pays industrialisé. Et nous continuons en fait, nous ne regardons pas, de manière à dire quels sont nos problèmes. Parce que si nous, on ne règle pas nos problèmes, dans 5 ans, dans 10 ans, les jeunes vont bouleverser le système économique. Et c'est en cela que nous allons voir ce qui s'est passé en Tunisie, où Mohamed Bouazizi, un jeune qui s'est retrouvé à vendre de la banane, malgré qu'il soit diplômé, vous allez voir qu'il y aura des bouleversements. Et c'est ce que nous ne voulons pas, nous voulons éviter. Donc moi, j'ai souvent l'occasion de leur expliquer qu'il faut qu'on change de paradigme, que nous puissions nous organiser de manière à regarder l'enseignement supérieur avec un nouveau modèle de financement. Et je crois que c'est ce que dit un peu ce livre-là qui a été écrit. On va conclure par cette dernière question. Votre phrase de fin me permet de vous poser cette question. La voici. Comment faudra-t-il donc faire pour encadrer, éduquer les jeunes Africains aujourd'hui et demain, pour éviter justement que cette croissance démographique dont nous parlons ne devienne une bombe sociale sur notre continent? Il faut une bonne orientation au niveau de l'État, une politique, du moins avec des orientations claires qui soient déclinées. Il faut qu'il y ait, au niveau du changement des pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que nous avons une méthode en fait, de formation qui est totalement transmissible. Il faut qu'elle devienne active. Il faut que nous soyons dans une dynamique en fait, de résolution de problèmes. Et les compétences, il faut pouvoir les identifier. L'UNESCO dit capacité de résolution de problèmes, travail en groupe, etc. Et tout. Et donc, les méthodes actives sont à privilégier. Donc, former les enseignants, 99% des enseignants qui enseignent dans nos universités ne sont pas formés aux méthodes, à la pédagogie. Alors qu'une chose est de savoir et l'autre est de savoir transformer, non pas pour tuer, parce qu'en fait, on veut que nos étudiants, on leur fait des cours et 24 heures après, on ne sait pas. Les étudiants ont démontré qu'ils oublient 90% de ce qu'on leur a appris, ils ne retiennent que 5% de ce qu'on leur a appris 24 heures après.
Et donc, il est important aujourd'hui qu'on privilégie donc les méthodes qui permettent que l'étudiant garde le maximum de choses qu'on lui a données et qu'on le connecte du moins à la communauté. Ça, c'est la première chose. Et dans une situation de résolution de problème, travaille en groupe pour qu'il puisse se prendre en charge, parce que ce n'est pas une fois qu'il a eu son diplôme, en fait, qu'il va se prendre en charge, c'est pendant sa formation qu'il doit être dans cette logique-là de résolution de problème. Deuxième chose, il faut que les étudiants eux-mêmes puissent avoir des projets professionnels et personnels. Qu'ils puissent savoir qu'apprendre, c'est important, connaître c'est important, mais pouvoir créer aussi, ça l'est plus. Vous savez que quand on prend les objectifs pédagogiques, vous avez connaître, vous avez la compréhension, vous avez également l'application de ce que vous avez appris, vous avez l'analyse, vous avez la synthèse et puis la création. La création est en haut. Mais dans la plupart de nos universités, tous les objectifs pédagogiques privilégient ce qui est en bas, connaître. Il s'agit en fait de pouvoir connaître pour reproduire les procédures, alors que nous devons pouvoir utiliser la connaissance pour pouvoir créer des choses du moins à notre communauté. Final. Voilà. Et donc ça, c'est le challenge que l'université doit pouvoir avoir. Qu'elle s'ouvre du moins à cette communauté-là, pour qu'ensemble, l'université doit aujourd'hui porter par tout le monde. Il n'est pas normal qu'une université existe dans une communauté où les gens vendent de la tomate, que la tomate pourrie, c'est que les gens disent qu'ils sont des docteurs en agronomie et qu'ils ne puissent pas régler au moins les problèmes de la conservation du moins qui se posent. Donc, il faut que l'université s'ouvre pour pouvoir résoudre ça. Et donc, après, il faut pouvoir effectivement donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Que les entrepreneurs soient mis en avant de manière à ce que nous puissions être dans une logique donc, que nous prenons en charge, que l'innovation, parce que c'est aussi important. Vous savez, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour pouvoir exporter du moins même des ressources. Quand nous décidons de transformer nos outils donc, dans nos pays. Aujourd'hui, il y a des machines, il y a un ensemble de choses du moins qui existent qui permettent en fait d'opérer cette transformation. Et donc, moi, j'ai foi que c'est vrai que l'objectif, c'est de faire violence, d'interpeller du moins nos gouvernants pour que nous puissions donc changer ça. Mais une fois que nous l'aurons compris, nous allons voir qu'aller au développement, que les autres n'ont pas été plus intelligents que nous. Et que quand je prends, en tout cas quand nous avons eu la chance de venir étudier du moins dans les universités européennes, et quand nous sommes avec les Européens, on ne sent pas de différence à plusieurs raisons. Nous les dépassons même à plusieurs reprises. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Africain est capable de faire des choses. Maintenant, il faut que ceux qui sont sur place et qui contribuent du moins à faire ça, qu'il n'y ait pas en fait une élite qui absorbe l'ensemble en fait donc des ressources et qu'on laisse les jeunes en fait mettre en œuvre en fait leurs idées, vous verrez donc les résultats. En somme, un changement de paradigme entièrement pour pouvoir permettre et de prise de conscience des potentiels et des capacités. Merci infiniment. Alain Kapochichi, merci. Président du groupe CERCO, un réseau, je le disais tout à l'heure, florissant d'instituts d'enseignement supérieur privé en Afrique, auteur de plusieurs ouvrages. Je rappelle juste le dernier que j'ai sur le plateau. Le voici le dernier, c'est aux éditions Courbevoie, quelle université pour quelle Afrique, autonomie, gouvernance et outils de pilotage. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.